Bonjour tout le monde et bienvenue pour nous retrouver dans ce nouvel interview. Donc j'ai le plaisir d'interviewer de nouveau Marianne Grasselli-Meyer pour la sortie de son dernier livre qui s'appelle Le temps des savoirs. Je vous le mets là, Le temps des savoirs, qui est on pourrait dire un ouvrage de transmission de sagesse, de transmission d'expérience de vie, ça résume un petit peu plein de choses, mais tu vas sûrement nous en parler un petit peu mieux, Marianne. Bonjour tout d'abord. Mais bonjour Ludovic, merci pour cette rencontre à nouveau. Moi, la première chose qui me vient, Marianne, par rapport à ton livre, c'est comment est venu ce livre? Comment il s'est créé? Alors il est venu d'une situation professionnelle qui était conflictuelle où j'étais dans un groupement de femmes et où je me suis retrouvée dans ce groupement de femmes à être empêchée de parler. C'est-à-dire que j'ai été empêchée de parler, enfin, j'ai arrêté de ma collaboration et j'ai été empêchée pour des clauses de confidentialité, etc., d'exprimer mon point de vue, de dire au revoir à mes consoeurs, etc. Et ça m'a énormément touchée parce que c'était dans un contexte de soi-disant bienveillance entre femmes, et puis cette impossibilité de dire juste que mes valeurs ne sont pas meilleures, elles sont juste autres, ou ma manière de voir la vie, elle est juste autre, différente, et de pouvoir simplement l'exprimer. Donc, j'ai eu envie de dégager ça, et puis j'ai fait des lives sur Instagram chaque semaine, en questionnant sur des thèmes qui me venaient et avoir juste dans un premier temps cet élan de dire ben voilà, voilà ce que j'en pense, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que la vie m'a proposé de vivre alors que on m'avait dit autrement. Et puis voilà, des personnes ont commencé à réagir de ça, et ce n'est vraiment qu'au bout de quelques mois que je me suis dit oui, mais alors attends, là je suis en train finalement de créer un livre oral, par oralité, je dirais, et j'ai décidé de le poser et d'inclure dans ce livre aussi ce que les personnes me disaient, principalement des femmes, me disaient comment elles rebondissaient en fait sur ce que je disais là. Et le titre du savoir, après, tu sais, les titres, c'est un peu une forme d'intuition, comme ça. Je pense que je me rebelle depuis mon adolescence contre le savoir pompeux, le savoir élitiste, tout ce que l'éducation et puis ensuite la société nous oblige à penser, ou nous dit notre bien fondé, enfin on devrait croire, qu'est-ce qu'on nous dit de ce savoir. Or, mon expérience était souvent différente, et je pense que beaucoup de gens c'est comme ça. Et on ne sait plus quoi faire en fait de cette différence. Et c'est un autre savoir, c'est un ça, c'est-à-dire quelque chose qui est en nous, qu'il va falloir aller voir pour, euh, pour se récupérer dans son authenticité et ses propres valeurs. Donc voilà, ça a été comme une sorte de cheminement un peu organique, tu vois, personnel, qui a trouvé de l'écho. Et puis après, ben, j'ai mis ça, voilà, en mots, écrits. Hmm. Je trouve que ça résume bien parce que le premier chapitre de ton livre, il parle vraiment de, de transmettre l'expérience directe, mais c'est vraiment un peu tout ce qui transpire de ton livre, de vivre une expérience par soi-même pour l'intégrer et que justement ce savoir, moi j'en reviens toujours à la connaissance silencieuse des chamans d'Amérique du Sud, où la connaissance silencieuse, c'est comment je vis une expérience à l'intérieur de moi et finalement il n'y a que moi qui peux le savoir. Et tout le long du livre, sur plein de thèmes que tu abordes, c'est exactement ça, c'est finalement
comment tu vis les sujets et les expériences, et c'est pas un savoir mental, mais pour moi, quand tu l'écris comme ça, le savoir, c'est la connaissance personnelle, en fait. C'est l'expérience de ce que tu en vis. Et moi, je trouve important de valider ça, tu vois. Je trouve important que euh, même que ça surplante le savoir intellectuel, parce que finalement, le savoir intellectuel, on croit que c'est un dogme fixe, mais on le sait, toutes les connaissances scientifiques bougent, évoluent, ce qu'on a cru à un moment donné n'est plus valable à un autre, alors qu'on nous a fait croire que c'était immuable. Donc, même l'expérience, même le savoir intellectuel qui est censé être un repère sur lequel on devrait se mettre, fluctue aussi, évolue aussi. Simplement, ces personnes-là n'ont pas l'humilité de le dire, pas tous en tout cas ont l'humilité de le dire, parce qu'ils assoient aussi dans ce savoir-là une fierté, souvent un orgueil, voire même de l'argent. Enfin, c'est tout un business que le savoir. Et puis nous, on valide pas, tu vois, on valide pas, on se dit, ah ouais, mais bon, c'est que moi, c'est que mon expérience. Mais non, enfin, je veux dire, c'est justement ton expérience. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que le savoir qui est transmis dans les livres, à l'origine, c'est un savoir vécu. Ça veut dire que le premier qui a écrit le livre, il a écrit, enfin, pas celui-là, mais une connaissance, il l'a écrit parce qu'il avait vécu quelque chose et qu'il a voulu transmettre son expérience pour que les autres puissent en bénéficier. Mais au lieu d'aller vérifier, au lieu d'utiliser ce savoir comme un appui et de se dire, ah oui, l'autre, il a vécu ça, il me transmet son expérience, qu'est-ce que je vis avec? Souvent, on accepte de fait que l'autre a raison, au lieu de se dire non, c'est l'expérience de l'autre, quelle va être mon expérience et je m'appuie dessus. Mais il faut quand même revenir que tous les savoirs à l'origine, c'est une expérience vécue qui a été transmise. Et peut-être que c'est ça qu'on oublie dans la transmission finalement, c'est qu'on accepte le savoir de l'autre comme une vérité, et puis au fil des ans, ça devient le savoir, et on remet plus en question parce que ça fait 200 ans qu'on dit ça. Alors qu'en fait, mais tu l'abordes à un moment donné dans ton sujet. Alors, moi, j'aime bien ton livre parce qu'il y a plein de sujets différents, vu que justement, c'est des expériences ou des choses qui te sont venues ou comment dire, qui t'ont traversé au point de vue réflexion. Et il y a plein de choses à aller piocher que je trouve géniales. Justement, il y en a une où tu parles justement de la tradition. Et tu dis que la tradition, normalement, ça devrait être un appui, mais que ça devrait pas être une vérité. Et j'aime bien parce qu'on retrouve cette idée de savoir là-dedans, comme souvent dans les lignées qu'on peut retrouver. Alors, je sais pas, moi j'ai parlé de lignée Lakota ou de lignée bouddhiste ou de lignée chamanique, et qu'il y a des fois des gens qui sont là, disent non, le maître il a dit comme ça, il faut faire ça, alors qu'en fait, on en revient, c'est comme un appui qui sert à transmettre une connaissance, mais après, ça doit être à chacun de l'habiter, quoi. Ça, je trouve ça intéressant, quoi. Exactement. Mais je crois qu'il y a eu une évolution, tu vois, le livre supplée le maître, mais dans une société où on est beaucoup dans le copier-coller, euh, c'est comme si c'est naturel d'appuyer sur un bouton et de reproduire exactement la même chose. Mais on ne peut pas reproduire une expérience. On peut reproduire la proposition, le dérouler, on peut, tu vois, se mettre en condition, etc. Mais après, il va y avoir toujours l'unicité de la rencontre de ton être, de mon être, qui est de toute façon unique avec ce qui se passe là, soit à l'intérieur de moi, soit en lien avec l'extérieur. Et ça, c'est unique. Et n'importe quel maître te le dira, bien sûr, s'il était là, vivant, tu vois. Il te dira, n'importe quel maître, de dire, enfin, Don Miguel Ruiz, c'est la première chose qu'il dit chez les Toltecs, il dit ne me croyez pas, doutez aussi de moi. C'est pas parce que j'écris des livres que je sais. Je vous propose quelque chose, mais doutez. Le cinquième accord Toltec, c'est celui-là, c'est douter. Ouvrez, écoutez, mais doutez. Donc il y a une liberté intérieure qu'on se garde.
Or, dans le copier-coller, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de si je fais ça, ça va fonctionner. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de vitesse maintenant dans notre société en me disant j'ai pas le temps de me mettre en condition, j'ai pas le temps de me demander comment je vais vivre la chose. Hop, je le fais et ça va marcher. Tu vois, et je crois qu'on perd notre âme carrément là-dedans. Je veux dire, on perd ce qui est notre justement quelque chose que l'autre n'a pas, que moi j'ai, mais pas mieux non plus, ni moins. Tu vois, il y a tout le champ possible des comparaisons après, qui est dans ce copier-coller. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Enfin, je- si, si je m'amuse avec ça, je pourrais dire il devrait y avoir une voie de recours, de retour des livres du développement personnel, tu vois, ou si ça n'a pas marché, tu devrais pouvoir être remboursé. Bon, c'est ce qui me vient. Excuse-moi, là, je suis un peu dans l'humour là, mais à quelque part, tu vois, si c'est du copier-coller, finalement, la méthode devrait absolument être applicable, fonctionner tout de suite. Mais on oublie qu'on est un être particulier. Après, moi, ce qui me venait, c'est que pour faire du copier-coller, enfin, si on fait du copier-coller et que enfin, ça marche pas de toute façon faire du copier-coller parce qu'on oublie qu'on est unique, mais que en plus d'aller à l'intérieur de soi, d'aller voir ce qu'on sent, d'aller voir ce que ça fait, ça prend du temps. En fait, ça peut pas être une méthode je copie et le résultat est automatique. Parce que vu qu'on est tous uniques, l'expérience, toi tu vis une expérience, tu me la proposes, moi je vais la vivre, peut-être pas à la même vitesse, peut-être pas de la même manière, je vais peut-être pas sentir les mêmes choses, peut-être que je vais rien sentir parce qu'elle me correspond pas du tout, mais que finalement ça va me permettre d'avoir une référence pour une autre expérience plus tard et que peut-être que dans 3 ou 4 ou 10 expériences différentes, je pourrais dire, ah oui, mais en fait, je comprends ce qu'il y avait à voir dedans et que c'est pas quelque chose d'immédiat, quoi, de, d'instantané. Mais tu t'en parles aussi à un moment donné dans une autre partie du livre de par rapport à l'engagement aussi, où on est une société où les gens ils veulent du tout de suite et que s'engager, bah, ça demande du temps, l'expérience demande de la persévérance en fait. Et ça, moi j'ai pu le voir. Enfin moi je donne aussi des cours de tai chi à côté et je peux le voir aussi depuis quelques années euh, que quand on veut apprendre une discipline, ça prend du temps et il y a de plus en plus de gens qui aimeraient bien apprendre en 6 mois ou en un an, sauf que c'est pas possible. Oui, Ça aussi, c'est intéressant comme notion de voir que vivre l'expérience, ça demande du temps. Et enfin, je sais pas ce que toi, si tu l'as vu ça avec des gens qui venaient vers toi, mais oui, ben oui. Euh, Oui, parce que c'est, je crois, une des premières choses que je dis dans les formations. Je dis, je vous donne un canevas, mais après, ce que je souhaite, c'est que justement qu'il y ait cette part de créativité. Vous êtes vivant, vous allez jamais pouvoir faire comme moi et ne cherchez pas à faire comme moi. On me dit, mais donne-nous des exemples, s'il te plaît, donne-nous des exemples de rituels pour qu'on puisse ensuite s'y référer, etc. Et je dis non, je, je suis terrible avec ça parce que je les frustre. Parce qu'en fait, il n'y a pas, dans l'exemple du rituel, parce que c'est un moment vraiment encore, je dirais, encore plus particulier et unique, il y a les personnes qui sont là, il y a une nature particulière, une météo différente, un avant pour chacun. Chacun arrive avec sa vie, chacun arrive avec ce qu'il a vécu avant. Tout ça est absolument incontrôlable, immaîtrisable, tu vois. Et, euh, et les personnes qui se forment aimeraient avoir en fait souvent des méthodes pour se sentir en maîtrise, pour se sentir en confiance aussi, je comprends bien. Et puis non, il y a un canevas qui est vraiment sûr, voilà, il y a un repère, il y a un axe, et puis il va falloir se lancer, il va falloir oser vivre une expérience spontanée, et après, ces personnes qui se forment vont avoir leur propre expérience. Mais cette expérience-là va se former à travers plein de moments créatifs et non pas maîtrisés. Hmm. Et alors c'est encore autre chose parce qu'il y a vraiment le canevas et puis la liberté de l'intérieur.
l'intérieur, tu vois, et dans des pratiques, je pense des pratiques corporelles, comme tu dis, ben, le corps a aussi une habituation. En fait, je crois qu'il faut se dire oui à un moment donné, mais il faut s'engager par rapport à soi-même. Il ne faut pas s'engager par rapport à une autre personne. Il ne faut pas s'engager par rapport à un maître. Il ne faut pas s'engager par rapport à une tradition. Il faut juste sentir, ok, là, il y a quelque chose que je sens. Il y a un appel. Ok. Et je me dis oui là-dedans. Mais on se dit oui tous les jours. On se lève tous les jours. Donc on pratique tous les jours. Tu vois, et jusqu'à notre dernier souffle, je souhaite qu'on se dise oui. Mhm. C'est un bel engagement. Ah, Mais oui, je vais revenir sur ton livre, parce qu'il y a plusieurs sujets qui m'ont vraiment parlé. Comme je te disais juste avant, j'avais l'impression qu'en fait, on avait des mêmes visions sur plein de choses. Et à un moment donné, tu parles aussi, alors tu parles de la sororité, et tu parles de l'idéal de la sororité qu'on peut retrouver dans tout le monde du féminin sacré. Et tu veux nous en reparler un petit peu de cet idéal du féminin et comment on peut l'appliquer? Parce que j'ai bien aimé justement la vision avec laquelle tu amènes ça. ben, comme je te disais au début de ce moment de rencontre, par cette sorte de déception par rapport à la sororité que je me suis lancée dans ce temps des savoirs. Donc merci. Euh, Parce que je suis une grande utopiste, je suis une grande idéaliste, je suis sagittaire et je crois que ça me donne vraiment toujours une sorte d'accès comme ça à plus grand. J'ai envie que ça soit comme ça. Tu vois, je suis une personne de relation, etc. Mais alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis en présence d'une autre femme que je n'apprécie pas? Comment, que je ne veux pas sentir, tu vois, où il y a quelque chose. Alors on peut me raconter plein de trucs psychologiques. Oui, ça te fait miroir, c'est important que tu traverses ça, etc. On peut me raconter plein de choses là-dessus et je le fais, je me questionne, je suis la première à toujours me questionner. Mais quand même, c'est quoi cette histoire d'univers où toutes les femmes de la Terre, nous nous tenons la main et nous nous aimons? Je veux dire, je ne connais pas. Réellement, je ne connais pas toutes les femmes de la Terre, je n'ai pas rencontré toutes les femmes de la Terre, je n'ai pas rencontré toutes les cultures des femmes de la Terre qui font qu'elles vont réagir comme ci ou comme ça avec moi. Déjà avec moi, c'est difficile, je me comprends pas tous les jours, donc comment? Par contre, si je me dis être sœur, c'est une histoire de famille en fait. Être sœur, être frère, ça nous ramène à une fratrie, ça nous ramène jusqu'où en fait les personnes, les femmes autour de moi, jusqu'où ça peut aller pour que ça constitue une famille, voire même peut-être une tribu. Depuis ce point-là qui est moi, comment je peux m'ouvrir pour être là si elle me demande, pour être attentif à ce qu'elle vit, à lui aller prendre un thé chez elle, à faire une rencontre, si elle pleure au bout du téléphone, d'avoir du temps pour elle. Jusqu'où ça va ça? 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes et je ne sais déjà pas si je vais arriver à être vraiment empathique et là, présente, tu vois, présente comme une sœur, comme une amie attentive, etc. Non, ce cercle-là de sororité, il va falloir que, je pense, chacune se pose la question jusqu'où ça peut aller. Et jusque-là, c'est bien, c'est OK. Jusque-là, je peux dire, je me sens ta sœur. Au-delà, bah, c'est une femme à qui je souhaite d'avoir un autre cercle, peut-être, etc. Mais ramener à la mesure, tu vois, à notre mesure humaine, parce que là, c'est vrai. Là, c'est palpable. Là, c'est bon. Là, c'est réciproque. Là, c'est porteur. C'est soutenant. Oui. Au-delà, c'est un idéal pour lequel on peut vraiment bah, se sentir déçu.
Et puis peut-être après lâcher sous forme de domino, lâcher un peu tous les autres idéaux en disant de toute façon, les femmes sont toujours comme ça, ou les hommes sont toujours comme ça. Finalement, on lâche le lien dedans. Tu vois, tellement qu'on a été déçus. C'est dommage. Alors qu'il fallait simplement créer sa petite communauté et être bien avec ça. Et se dire, ce n'est pas une autre chose que je trouve important, Ludovic, c'est aussi de se dire, mais l'amour du monde ne dépend pas de moi. Mm. Non, enfin, je veux dire, il y a d'autres personnes qui aiment. Il y a d'autres personnes qui ont en elles ce désir d'amour à donner autour d'elles et à le faire vivre. Alors comme ça fait des petites cellules et puis voilà, tout le monde va pouvoir être inondé, je l'espère, de l'amour de l'autre, soutenu de l'amour de l'autre. Mais tout ne dépend pas de moi ni de toi. Il faut aussi quand même qu'on ait un tout petit peu d'humilité. Je trouve ça chouette comment tu l'abordes parce que c'est vraiment revenir dans le désir de vivre une expérience réelle. Parce que c'est vrai que dans la projection de sororité, de fraternité avec tous les êtres sur Terre, bah, si on reste dans cette optique-là, en fait, j'ai l'impression qu'on va tellement avoir de projections que on va se dévoyer soi-même. Parce que si j'accepte que d'être frère avec tout le monde, je vais accepter des choses de l'autre qui vont pas être justes pour moi, alors qu'en fait, si j'essaye enfin, d'après ce que tu proposes, de le vivre réellement, cette fraternité, bah, je vais le vivre avec 3, 4, 10 personnes, mais ça va être hyper exigeant, en fait. Parce que la vraie sororité, la vraie fraternité, c'est pas, ah, on est tous amour, on est tous frères, on s'aime, et puis il y a des bisounours partout. Non, comme tu disais, c'est, est-ce que je suis disponible quand la personne, elle va pas bien? Est-ce que je suis disponible pour aller l'aider à déménager? Est-ce que je suis disponible quand elle vient d'être larguée par son conjoint ou sa conjointe, et que je suis disponible pour être vraiment dans le cœur, et qu'en fait, la vraie sororité ou la vraie fraternité, c'est engageant parce que ça demande d'être entier, quoi, et que ça peut pas être avec tout le monde, tous les gens que je croise dans la vie, je peux pas être disponible pour eux tout le temps, quoi. Et j'aime bien ce côté de, mais ça rejoint la connaissance par l'expérimentation. Si j'expérimente vraiment la fraternité, je me rends compte que je peux pas l'être avec tout le monde. Alors, oui, je peux être ouvert à l'autre en me disant je suis tolérant et je suis ouvert quand il y a un inconnu qui vient me voir parce qu'on, entre guillemets, on est tous des fils de la terre. Mais, Oui, mais la vraie fraternité expérimentée, je sais très bien que je vais pas pouvoir la vivre avec tout le monde. Et j'aime bien ce côté de redescendre un petit peu de l'idéal pour revenir expérimenter quelque chose de concret. Parce qu'un idéal, il doit s'incarner en fait. Et que oui. s'il reste là-haut, et ben finalement, je le vis pas, quoi. Mm. Il sert à se perfectionner. Il sert à se perfectionner, à tendre vers quelque chose, tu vois, ce côté d'élévation qu'on a toujours souhaité depuis la nuit des temps. Enfin, c'est aussi se bonifier avec le temps, c'est se perfectionner. Mais je pense qu'il faut revenir vraiment à aimer ce qui est. C'est, moi, j'aime bien, hein. Je suis tout à fait d'accord, mais il y a plein de choses, en fait. Moi, j'ai pris plein de notes, j'ai envie de parler de plein de choses avec toi. On n'aura pas le temps de tout faire, mais tu abordes aussi dans ton livre la sagesse avec un double aspect. Parce que tu as fait un chapitre sur la sagesse inoffensive, c'est être inoffensif, et la sagesse, c'est être invulnérable. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces deux aspects Écoute, c'est encore un sujet de perfectionnement. Justement, chez moi, c'est un sujet de perfection. Je trouve incroyable. Euh, dans un livre sur le rôle de Madame Verdier, sur le rôle des femmes le monde rural de la France, l'ancien monde rural de la France. Elle parlait de ces femmes qui étaient ces femmes sages, qui accompagnaient les bébés aux naissances et qui accompagnaient aussi les morts. Et elle donnait ces deux indications pour accompagner en fait le nouveau-né. Il faut être capable de ne faire aucun mal. Et pour accompagner le mort, il faut être capable de se protéger du mal.
Et donc la femme sage, à quelque part, c'est celle qui est capable d'être inoffensive, c'est-à-dire elle ne va pas faire de mal. Waouh, là, je te dis au niveau de l'engagement, c'est quelque chose. Comme si chaque être rencontré, chaque situation est un peu un petit nouveau-né, tout ouvert, et je peux pas arriver comme une flèche là-dedans, tu vois, c'est pas possible. Il va falloir que je rentre dans son monde, que j'apprivoise, que je dialogue pour pouvoir être avec. Juste être avec. J'ai un tout petit-fils de 3 mois là maintenant, mon dernier petit-fils a 3 mois. Je peux juste être avec. Je peux pas lui expliquer le monde encore, tu vois. Je dois juste être avec et savoir comment le tenir, comment le prendre, comment être au plus proche de ses besoins. Est-ce que je peux faire ça avec les personnes que je rencontre? Ça, c'est peut-être, arrivé à un certain âge de la femme sage, ce possible, qu'elle est possible de faire. Et puis de l'autre côté, il y a cette invulnérabilité, c'est-à-dire avoir suffisamment d'axes intérieurs pour pouvoir protéger, pour pouvoir se dire, ça je prends pas. Comme pour les morts où on ferme, tu sais, on ferme les rideaux, on met des rideaux aux fenêtres, on ferme la maison, on ne fait pas à manger. Il y a comme ça plein de rituels en fait où on donne à manger à la, à la famille des endeuillés. Ils ne mettent plus de vie dans leur vie parce qu'ils doivent complètement rentrer dans ce deuil, dans ce trou noir de leur tristesse, tu vois. Et toi, tu dois pas te laisser happer par ça. Comme en thérapie, on ne doit pas se laisser non plus euh, euh, prendre par la douleur de ceux qui viennent nous voir lorsqu'on les suit. On doit sentir, mais il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre de la protection, mais qui n'est pas une défense, qui n'est pas un mur, tu vois, qui n'est pas une barrière, mais qui est juste, ok, ça c'est leur vie. Okay. Et moi maintenant, je vais m'occuper du mort, je vais m'occuper de ce corps, je vais m'occuper des personnes dont j'ai à m'occuper, mais je reste dans cette place d'accompagnant. Donc je ne me laisserai pas toucher non plus par quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est deux mouvements très très forts. Si vraiment on s'engage là-dedans, je trouve que c'est très très puissant comme petite ligne de conduite. Est-ce qu'on est capable de ne pas faire de mal? Est-ce qu'on est capable aussi de se protéger? Je le vois dans ce que tu dis dans le paradoxe de. Parce qu'en fait, pour moi, la conscience, c'est toujours des paradoxes. Ça fonctionne un peu comme ça, c'est avoir un axe qui est dans l'implacabilité et l'impeccabilité, comme la voie du guerrier en Amérique du Sud, là, d'être impeccable, et en même temps, dans cette rectitude de l'axe, d'être totalement dans la douceur et dans l'acceptation de l'autre. Donc, il y a un truc à l'intérieur qui est très métallique, et en même temps, à l'extérieur, un truc qui peut être très doux, et comme tu dis, avec ton petit-fils, d'être juste à l'écoute de l'autre, dans la douceur, comme avec un petit nourrisson. Et c'est le paradoxe des deux, parce que je suis les deux états en même temps, quoi. Oui, Et avec une sagesse qui peut être implacable et puis qui peut être capable de dire quelque chose à quelqu'un parce que c'est juste et que c'est fait avec amour, mais il faut garder l'axe. Et puis quelque chose d'autre qui va pouvoir l'accueillir dans sa vulnérabilité, où il en est, et que les deux peuvent être là en même temps et les deux sont justes. et la sagesse, c'est de savoir quand est-ce qu'on est dans l'un et quand est-ce qu'on est à être dans l'autre. Mm. Mhm. Il y a une autre notion aussi que j'ai trouvée hyper intéressante dans ton livre. C'est à un moment donné, tu parles de l'ombre. Et tu parles de l'ombre de deux manières. Tu parles de l'ombre devant soi, donc, et de l'ombre qui est derrière soi. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour préciser ta vision? Il va falloir que tu m'aides là parce que je me souviens plus forcément exactement qu'est-ce que j'ai dit. Mais L'om- ce que L'ombre devant, oui, pardon? l'ombre devant soi, c'est l'ombre où rien n'est caché parce que l'autre la voit, je vois mon ombre, Ok, et l'ombre qui est derrière soi, c'est plutôt quand les autres me parlent de mon ombre que je n'ai pas vue en fait. exactement. En fait, on a toujours une ombre. Donc là aussi, la désillusion,
c'est de se dire, mais comment est-ce que je peux, enfin, je veux dire, si on regarde comment ça se passe dans le monde réel avec le soleil et notre ombre sur la Terre, je veux dire, si on n'a pas d'ombre, c'est qu'on est complètement, le soleil est au-dessus de nous, tu vois, à un moment précis, juste à un moment précis, mais quelques minutes plus tard, on a de nouveau une ombre qui se dessine par terre devant ou derrière. Pourquoi est-ce qu'on espère ne pas avoir d'ombre? C'est pas possible, tu vois. Je veux dire, naturellement, c'est pas possible de vivre tout le temps. Mais là encore, quelle importance on se donne de se dire, attends, je n'ai pas d'ombre, donc ça veut dire que partout où je marche dans la rue, j'ai le soleil droit au-dessus de ma tête. Waouh! Et tu vois l'orgueil, tu vois l'orgueil, c'est pas possible. Mais il y a une ombre, il y a une ombre qui se détache de moi et celle qui est là devant, forcément, c'est celle que je peux voir, c'est celle que les autres peuvent voir et je peux y travailler psychologiquement, je peux y travailler ces ombres, c'est accepter toute cette part qui, qui tout d'un coup spontanément se met à vibrer devant parce que il y a comme une transe, je dirais ça comme ça, où il y a des éléments du passé qui viennent et qui font filtre entre moi et les autres, et du coup, je ne suis plus tout à fait seulement moi-même. Je suis aussi tout ce relief. Je crois parler à quelqu'un, et en fait, c'est un parent où cette personne ressemble tellement à quelqu'un que je fais un transfert. Et tout ça, en fait, c'est des reliefs, des trans qui viennent devant, entre moi et la personne. Et puis derrière, c'est autre chose. Je peux difficilement marcher dans ma vie toujours en regardant derrière. Donc c'est une autre forme encore d'ombre qui se trouve derrière moi. Oui, j'ai envie de revenir aussi sur, à un moment donné, tu parles du nid vide. Et bon, ça, c'est l'expérience de vie où tu as un certain âge, les enfants s'en vont. Et donc, tu parles de l'expression le nid vide, bah, c'est la sensation de quand il n'y a plus personne dans la maison, comment je me retrouve avec moi-même. Et toi, tu l'abordes avec peut-être l'opportunité de voir à quel point, s'il y a quelque chose qui, bon, automatiquement, il va y avoir une sorte de dépression parce qu'il y a un changement de rythme, mais que c'est l'opportunité de voir est-ce que on ne s'est pas oublié de se donner de l'amour parce que justement, l'attention était portée sur les enfants, sur une sorte de mouvement, de rythme de vie. Puis ce rythme-là s'interrompt et d'un coup, est-ce que est-ce que c'est pas l'opportunité de voir, est-ce que je me suis oublié ou pas, finalement, dans cette posture de parent nourricier? Est-ce que c'est l'opportunité d'avoir le regard qui se retourne vers soi et se dire: «Mais est-ce que je m'accordais autant d'amour? Est-ce que la vie que j'ai, elle me nourrit pleinement?» Et ça, je trouvais que c'était une belle réflexion. Oui, je crois que tout le monde fait ce passage-là, que ça soit en petit ou en grand au niveau du curseur. Ça peut être une grande dépression, mais ça peut être simple. Tu vois, de tourner de tourner dans une maison avec avec un- des chambres plus habitées. Enfin, c'est des moments de deuil, tu vois. Ou bien ça peut être vraiment, ben, écoute, j'en profite, je me fais un atelier pour peindre dans cette chambre-là, etc. C'est-à-dire comment je commence à habiter, mais très concrètement, l'espace de ma maison, de mon appartement, autrement si les enfants sont partis. Ou est-ce que je garde absolument la chambre telle que, au cas où il voudrait bien une fois revenir, mais finalement il revient jamais, ou il passe un coup de vent. Moi, j'ai des grands-enfants, tu vois, puisque je suis déjà grand-mère. J'ai des grands-enfants qui me disent, maman, je viens, mais tu sais, à 3 heures, je pars. Donc déjà, quand ils viennent, ils me disent qu'ils repartent, tu vois. Mais c'est comme ça la vie. Enfin, parce qu'ils ont autre chose à faire que de venir voir leur maman, en tout cas pas trop longtemps, tu vois, pas trop longtemps. Donc il y a cette histoire à un moment donné où tu te rends compte, en petit ou en grand, que tu t'es oublié. En fait, tu, le nid vide, c'est le tien, c'est le mien, c'est le vide que j'ai laissé en moi, tellement que je me suis occupée des autres. En parallèle, je ne me suis pas occupée de mon nid à moi. Il y avait pourtant l'espace, peut-être, ou il fallait peut-être prendre l'espace, je ne sais pas, mais à un moment donné, je ne l'ai pas fait.
il y avait trop, et tout d'un coup, on se retrouve sans rien. C'est-à-dire, quand je dis sans rien, pas seulement sans les autres, sans soi-même. Et effectivement, comme tout moment, comme tout passage, ça peut aller vers une renaissance, c'est-à-dire, eh bien, ok, maintenant c'est bon. C'est le moment où j'ai terminé de m'occuper des autres à 150% et je vais prendre un bout de ce temps-là pour s'occuper de moi. Et pour reconstruire à nouveau mon nid à moi, parce que on a besoin tous d'un nid. On a tous besoin de contenants, on a tous besoin d'avoir quelque chose qui nous nourrit l'âme, de vivre quelque chose qui nous nourrit l'âme. Je me souviens, la première fois que j'ai fait une formation, alors que j'avais mes enfants encore, mais la première fois que je me suis accordée, et je dis bien ça comme ça, un week-end de formation alors que j'avais des enfants dont il fallait que je m'occupe. Donc la première fois que je me suis accordé le fait de partir en formation, je me souviens encore très très bien. C'était dans un beau château, tu sais, avec des grandes portes. Et je me vois, quand je te dis là, je me vois, je tiens la porte, je passe la porte et je la tiens ouverte pour que mes petits arrivent. Et je me souviens bien d'avoir eu ce sentiment, mais il n'y a personne. Je passe la porte et c'est moi toute seule. C'est-à-dire, mes enfants, ils suivent pas, tu vois. J'avais 4 enfants à la maison. J'avais l'impression qu'il fallait que je leur tienne la porte. Ils passent. Mais il y avait personne. C'est fou ce moment-là, quoi. Tu vois? Cette habitude, même dans le corps, finalement, de tenir la porte pour que les enfants passent, c'est complètement, c'est éthérique. Enfin, je veux dire, c'est complètement, notre corps est habité de la présence de ceux dont on s'occupe. Et à un moment donné, il faut juste dire, mais attends, je passe la porte toute seule là, hein. Donc il va falloir que je m'occupe de moi Hmm. et fermer la C'est chouette. Moi, je continue parce que j'ai plein de trucs où porte. Oui, j'ai envie d'avoir ton avis dessus, hein, mais il y a un sujet aussi que j'ai trouvé intéressant où tu parles de la réussite et tu parles de cette volonté, enfin, on est dans une société où on veut tout le temps réussir dans le développement personnel, professionnellement, avec de l'argent, dans tous les sens, alors qu'en fait, on en oublie que c'est plutôt l'échec qui nous fait grandir que la réussite. Ce qui est intéressant, c'est que j'écoutais, je sais plus où c'était, j'écoutais hier quelque chose, une vidéo en voiture et tout, et qui disait qu'en gros, si vous voulez détruire quelqu'un, accordez-lui tous les souhaits qu'il veut, toute la réussite qu'il veut, parce qu'en fait, il va se détruire de lui-même en fait. Et je trouvais que c'était assez intéressant on en oublie que c'est l'échec qui nous construit. Et ça, tu l'abordes dans un sujet aussi. oui, je me retrouvais, tu vois, parce que comme je t'ai dit, c'était en live et je me retrouvais sur la fin de cette année scolaire ou académique, tu vois, où c'est tous les examens. Déjà, le mot examen, tu vois, c'est ouf. Tous les examens, se préparer à des examens, se préparer à être la personne conforme, la personne qui va pouvoir dire waouh, j'ai réussi ou qui va pouvoir dire ben non, j'ai pas réussi. Et comment est-ce que la société va accueillir ça? Comment les familles vont accompagner ça? Euh, Comment ça fait au niveau de l'estime de soi que de faillir? Alors c'est passionnant parce que j'ai plusieurs fois failli. Je veux dire, j'ai eu plusieurs divorces, par exemple. J'ai failli. J'ai failli. C'est-à-dire que j'ai cru que c'était possible, j'ai mis mon énergie dedans, j'ai essayé d'apprendre la deuxième fois plus que la première d'ailleurs. J'ai voulu, tu vois, et j'ai failli encore. Mais j'ai pas failli. C'est pas un échec. C'est juste ma représentation que j'avais de la relation, comme la représentation que j'avais qu'il fallait absolument obtenir ce diplôme, etc. Non, peut-être qu'il y a une autre voie, ou peut-être que je refais dans 3 ou 4 mois parce que j'ai besoin encore de plus de temps, parce que tout le monde ne vit pas l'apprentissage au même rythme. Et
rythme de vie comme rythme d'apprentissage scolaire ou académique, tu vois. On n'est pas dans le même rythme. Alors il y a un coup près qui tombe là-dessus, et puis on se sent défaillir, on se sent absolument nul, parce qu'en plus c'est noté, tu vois. On est noté sur une échelle de valeur, incroyable, une échelle de valeur. Et on s'identifie complètement entre la connaissance et nous-mêmes. On croit que c'est nous qu'on juge, mais finalement c'est vraiment soi qu'on juge, oui, vraiment, quand même. Et là, il va falloir tomber, tu vois, il va falloir tomber de ça pour se dire, mais j'ai autre chose à faire. Et Mhm. c'est autre chose, ça peut être la poursuite de ces études-là ou autre chose, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un choix qui s'ouvre. Il y a vraiment un choix grâce à l'échec, mais l'échec n'est pas une désespérance. Euh, c'est un chemin juste qui s'arrête là et du coup, il y a un carrefour. Hum. Et là, on a une grande liberté de pouvoir à nouveau, comme pour le Nivide tout à l'heure, de se dire, OK, qu'est-ce que je choisis? OK, je fais des cours, voilà, je, j'en rajoute si tu veux, parce que je veux vraiment ça, mais je le veux vraiment et parce que je le veux vraiment, quelque chose va se débloquer aussi en moi et l'apprentissage, la capacité de mémorisation, tout ça, la concentration peut-être va être meilleure, tu vois, parce que vraiment, je me suis choisie là-dedans. Mais réussir à tout prix, euh, c'est pas forcément, non, c'est pas le bonheur. On le sait que c'est pas le bonheur. Mais la souffrance n'est pas forcément le bonheur non plus. C'est juste de se dire, ok, si tout d'un coup ça tombe, si quelque chose se bloque là, s'il y a un obstacle, je vais avoir d'incroyables ressources pour dépasser ça ou changer de chemin. Et ces ressources-là vont être vraiment un bonus pour moi et pour toute ma vie. Mais voilà, je ne veux pas non plus dire qu'il faut des obstacles sans arrêt. On peut réussir aussi plein de choses. Mais c'est pas une fin en soi. Moi, pendant que tu parlais, j'étais en train d'imaginer, je me disais, mais si quand j'avais 20 ans, les rêves que je voulais, ils s'étaient réalisés, j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que justement, si je voulais réussir et que j'avais réussi dans ce que je voulais il y a 30 ans, bah, je serais resté dans le truc que j'aurais réussi, j'aurais pas fait autre chose. Mon angle de vue ne se serait pas ouvert et que finalement, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché que j'ai peut-être changé d'angle de vue, qu'il y a des choses qui n'ont pas réussi, que j'ai pris du recul ou que je suis allé voir un peu plus en profondeur à l'intérieur de moi. Donc il y a aussi finalement que pour moi, la réussite, c'est que des suites d'échecs tout le temps, en fait. C'est que parce que j'aspire à quelque chose, ça se réalise pas tout à fait comme je veux, et donc finalement, ça me fait grandir. Et que c'est une sorte de chemin comme ça qui est pas vraiment droit, rectiligne, beau, propre, mais c'est ce qui fait que, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qui grossit, mais un peu de manière chaotique. Oui, parce qu'on peut pas réussir, on peut pas se dire je réussis. Tu vois ce que je veux dire? Je réussis un bout. Quand tu dis j'avais un rêve, j'ai poursuivi un rêve, mais ce rêve va en donner un autre. Enfin, je veux dire, on rêve toutes les nuits. Donc, il y a ce rêve-là, et après, il y en a un autre qui vient, et puis un autre qui en découle, etc. Donc, c'est à chaque fois, c'est des séquences. Tu vois, c'est musical notre vie. Enfin, je suis une musicienne, donc je vais revenir là-dessus, mais je veux dire, oui, il y a des mouvements, il y a des séquences, il y a des refrains, il y a des couplets, je veux dire, c'est pas une sorte de ligne droite et je réussis tout. On réussit pas tout, on réussit notre premier pas parce que on sait rien de notre vie. Enfin, on sait rien de notre vie. On a un, un petit rêve, une petite mélodie, et puis après, il y en a une autre qui vient, et après une autre. On ne peut pas savoir de quoi notre vie sera faite. C'est impossible. Donc finalement, c'est un fil, tu vois, un fil avec des nœuds, et après on défait, on va voir ici, on avance, et il ne faut pas faire croire à une réussite avec un grand R. La, la réussite, c'est se dire merci à soi-même de traverser ça tout le temps. C'est de s'accepter, enfin de se dire un peu ce que tu disais au début, Mm. c'est de se dire oui.
Mais l'image, c'est marrant parce que l'image que j'avais pendant que tu parlais, c'était comme s'il y avait des élans de vie. Moi, je voyais de la lave, tu vois, un Ah volcan oui, avec de la lave, et il y a un blob comme ça, hop, il y a un peu de lave qui sort, qui descend dans une direction, puis qui se solidifie. Puis après, il y a un autre élan de lave qui sort, pouf, qui se solidifie. Et puis il y a un autre élan de lave qui sort d'un côté, et finalement, notre chemin, on peut le regarder comment il s'est créé après coup, mais c'est que des élans à des moments donnés, puis qui sont stoppés, qui se refroidissent, et puis ça va un peu plus loin, puis un peu plus loin, et finalement, en se retournant, on voit un chemin de lave qui s'est oui, solidifié, c'est notre chemin de vie, quoi. oui, belle image. Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mhm. Hmm. Bon, on va continuer parce que dans ton livre Le temps des savoirs, il y a quand même un sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est quand même le sacré. C'est un sacré sujet, tout ça. Euh, pour, euh, pour le commencer tranquillement, je veux revenir sur un truc où à un moment donné, tu parles comment on pourrait dire ça? Que le sacré, ça n'a pas à être ennuyeux, c'est pas une sériosité. J'aime bien parce que tu crées un mot qui s'appelle, non, le savoir, ça n'a pas à être une sériosité, ça a à être joyeux. Donc on va partir de là, puis on va arriver un peu plus dans le sacré après, mais comment c'est pour toi justement ce côté, tu vois, devoir quitter le sérieux pour être dans la joie du vivant et que le sacré peut être vivant, peut être joyeux et c'est pas dans une église en silence, il faut être sérieux, il faut pas parler, il faut. Mais je le vois en formant des praticiens dans l'accompagnement de rituels. En fait, les personnes spontanément, quand elles vont accompagner un rituel, elles se mettent dans cet axe dont tu parlais tout à l'heure. Mais cet axe, s'il est hyper rigide, il va absolument pas donner envie. Mais alors vraiment pas envie. C'est comme si envie, c'est-à-dire il va plus y avoir de vie là-dedans. Donc on n'ose plus parler, on n'ose plus dire un mot de travers parce qu'il faut que ça soit une intention, je ne sais pas quoi. Il faut faire attention où on met du smudging, etc., de pas louper un bout. Il y a une sorte de contrainte comme ça extérieure. Mais le sacré, c'est être lié au tout, c'est être lié au mystère, c'est une joie profonde. Enfin, je veux dire, c'est le rire du Dalai Lama. Enfin, je veux dire, le, 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 le sacré, c'est justement cette plénitude et de faire rentrer la personne dans l'intensité et la beauté du monde. Alors l'intensité et la beauté du monde, si tu lui montres un visage absolument fermé, coincé, et là je joue du tambour, mais attendez, il faut vraiment que je pense aux esprits, et puis machin. Euh, ben non, j'appelle les esprits, ouais, et puis j'appelle les esprits, enfin je veux dire, il faut qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait de la vie dans le sacré, tu vois. On a trop vu. Je suis d'une culture protestante. J'ai trop vu, tu vois, des pasteurs qui ouvrent à peine même la bouche pour dire ce qu'ils ont à dire, tellement qu'il faut qu'ils restent coincés du cul. Enfin, excuse-moi, mais enfin, il y a quelque chose là de. C'est pas ça le sacré. Le sacré, c'est une plénitude. Enfin, je veux dire, ça t'amène à un sentiment d'ouverture et de plénitude. Donc oui, il faut arrêter de penser que le sérieux va rendre sacré. Par contre, ton authenticité, ton désir personnel d'entrer dans la beauté du monde et dans la gratitude et dans cet espace-là, alors tu dois ouvrir la porte, mais tu ouvres la porte du sacré dans la joie, dans la permission, non pas dans la contrainte, dans l'obligation, c'est terrible, c'est terriblement réducteur. Et je comprends bien que bien des personnes ne rentrent plus dans certains temples où tout ce qu'ils voient, et là je suis un peu crue parce que voilà, moi je trouve que rentrer et de voir un Christ en croix qui souffre, c'est une image terrible du sacré. Enfin, je veux dire, on a beau y mettre des fleurs tout le temps et c'est toujours très très bien fleuri, tu vois, les hôtels. Euh, non, le sacré, c'est l'arbre en fleurs, enfin, vraiment.
c'est la vie, c'est pas la mort. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de notre culture judéo-chrétienne, tu vois, qui est venue nous habiter. Le sacré, c'est la mort, le sacré, c'est la souffrance ou le dépassement de la souffrance. Enfin, il y a, voilà, euh, non, le sacré, c'est aussi la résurrection, c'est aussi l'effort de vie à nouveau chaque année, à chaque printemps. À chaque printemps de moi-même. Donc le sacré, c'est s'ouvrir. Et moi, si je m'ouvre, je ris. Ce que j'entendais, c'est le sacré, c'est célébrer la danse de la vie, quoi. Ouais. Il y a- Après, dans ton livre, tu parles aussi que le sacré, bon, ça, c'est lié au sacrum, que le sacrum, c'est la base, et que toi, tu parles que sacraliser, donc rendre Oui, sacré, c'est un acte d'alignement du corps et de l'esprit. oui, C'est une sorte de verticalité intérieure, finalement. complètement. Mais une verticalité qui reste souple. Si tu commences à avoir mal au bas du dos, c'est parce que tu t'es rigidifié, t'as pas assez bougé, t'as pas assez fait le chat, tu vois, tu t'es pas ondulé suffisamment. Donc ça veut dire que tu t'es pas nuancé suffisamment. Donc cet axe, et heureusement ça nous tient, ça tient à nouveau, on marche sa parole, on vit ce qu'on pense, on pense ce qu'on vit, on est en accord, on est en accordance, en congruence entre les mots qu'on propose, qu'on prononce et ce qu'on vit intérieurement. Ça, c'est notre axe. Mais ça peut être dit avec tendresse, ça peut être dit avec facilité, simplicité. Et ça, c'est l'ondulation sur notre sacrum. Tu vois, un sacrum figé, c'est terrible. Et une sacralité figée, c'est terrible. Et, oui, je reprends des mots hein, que tu as dans ton livre. Tu disais que sacraliser, on peut sacraliser un espace, un temps, une partie du corps, un lieu, mais que c'est envoyer des énergies subtiles et d'amour à cet endroit. En fait, moi, je le vois vraiment comme c'est modifier finalement l'énergie. Sacraliser un moment ou prendre un temps de rituel ou sacraliser quoi que ce soit, c'est finalement avoir l'intention de réamener une sorte d'énergie de bénédiction ou d'amour pour que l'énergie qui stagnait, elle puisse se remettre en mouvement pour redanser avec la vie, quoi. Ouais, je t'entends bien. Hein. J'avais fait un rituel. J'organisais un rituel l'année dernière. Oui, mon Dieu, peut-être même il y a 2 ans. Je crois que le temps passe très très vite. Euh, et dans une formation, on nous avait proposé des magnifiques lieux près de l'endroit où nous logions pour pouvoir ritualiser. Et ça ne nous convenait pas. Et on est monté juste avec les formatrices et moi, on est monté un petit peu plus haut de la yourte où on était. Et ce lieu avait été saccagé parce que les arbres étaient malades et donc ils avaient été rasés. Et c'était une sorte de, de, de petite plaine saccagée. On ne peut pas dire comme dévastée. Enfin, ça faisait mal au cœur. Et on a décidé de faire notre rituel là, justement là parce qu'il y avait des énergies à changer. Il y a des choses, il y a des énergies à changer là où justement il y a besoin et pas forcément où tout est déjà tout beau, où ça a été préservé, où tu vois. Osons aller là où ça fait mal et ritualisons là. Ritualisons dans des forêts calcinées, ritualisons, tu vois, remettons de l'amour là où ça a été blessé. C'est comme ça qu'on thérapeutise, si je peux dire, la terre. C'est comme ça qu'on régénère la terre aussi. C'est en allant dans ces endroits-là. Ça a été absolument merveilleux. Vraiment, ça a été une grande puissance. Et on a eu l'impression en sortant de là que cet endroit était vraiment différent. Donc, j'ai eu comme ça, tu sais, dans ma vie, plein de lieux de thérapie. Et ça n'a jamais été dans des beaux endroits. Tu sais, je parlais de château tout à l'heure, mais tu peux avoir des formations comme ça où tu rentres, tu as le Bouddha à l'entrée, tu as déjà l'encens qui te gicle dessus quand tu passes, et tu as l'impression déjà d'être complètement transformé, rien qu'en ayant passé la porte, parce que tu as un petit carillon ici, et de l'encens, et machin, etc.
moi, j'ai eu des lieux de thérapie derrière des gares, t'as les trains qui passent, et justement, tu as te dire, mais c'est là, en fait, c'est là que je dois être. Comme il y a des gens qui vont dans des bidonvilles, tu vois, je veux dire, il y a des endroits où c'est vraiment là qu'il faut changer les énergies. Et pas être bobo thérapeute, c'est-à-dire à un moment donné n'aller que vers le beau parce que ça nous conforte ou ça nous fait du bien aussi à nous au départ, tu vois. On doit s'engager à changer, on doit s'engager à changer quelque chose lorsqu'on sacralise. C'est pas déjà fait et puis nous on vient juste à apporter notre petite cerise sur le gâteau parce que waouh 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 et ce lieu était vraiment complètement magique etc. Waouh non, ce lieu il était dévasté et j'en ai fait un lieu magique. Et là je Mhm. pense qu'on a fait du bon job. Mhm. Ça me, Ça me met en écho une autre partie de ton livre où tu parles de la réciprocité et tu parles du fait de finalement de donner avant de recevoir. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça, c'est que si j'arrive dans un lieu qui est super, qui est déjà, je reçois et genre que j'ai rien donné, alors que si justement finalement je donne de moi, de ma partie sacrée, je l'offre au monde, bah, c'est peut-être là où je vais recevoir après, quoi, d'une autre manière. Oui, Hmm. je parle de ces situations de vie que j'ai eues où j'ai attendu longtemps pour une initiation et arrivant enfin, quand même, j'y avais droit, j'avais payé et j'arrive enfin là, la après toute cette attente, où enfin je suis validée, où enfin j'ai payé, où on m'ouvre les bras pour me dire, OK, tu vas recevoir cette initiation. La première chose qu'on me demande, c'est de donner non pas mon argent, mais vraiment, OK, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier, hein? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour recevoir cette initiation? Qu'est-ce que je suis prête à perdre pour recevoir cette initiation? Et je me suis dit, c'est ça voilà, ça m'a vraiment beaucoup percuté parce que j'ai dû m'engager à perdre. Je vais perdre ça, 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 ça. C'était vraiment un engagement, enfin, avec témoins. Hein. J'ai dû vraiment m'engager à qu'est-ce que j'étais d'accord de perdre comme perdre de mon temps, par exemple, euh, pour m'engager dans cette nouvelle pratique qu'on me propose. Et seulement après, alors quelque chose m'était donné. Et nous, voilà, on aimerait le contraire. Hmm. Il y a encore plein de choses que j'aimerais partager avec toi. Et je sens qu'on est en résonance. Bah oui. Bon, allez, un dernier petit sujet quand même avant. À un moment donné, tu parles t'as un chapitre qui s'appelle L'autre et tu dis que on doit accepter toujours d'être l'inconnu de l'autre et que, en fait, la reconnaissance, on est dans une sorte d'illusion de reconnaissance permanente parce que ben, l'autre ne nous connaîtra jamais et que moi, je ne pourrai jamais réellement connaître tout l'univers de l'autre, et donc que je suis toujours l'inconnu de l'autre, quoi. Comme l'autre est inconnu de moi. C'est une grande désillusion pour les personnes fusionnelles. Oui, ben dans le couple, et là aussi, c'est expérience faite, si je peux dire, expérience faite, mais aussi à travers l'accompagnement comme thérapeute durant toutes ces années, on espère une reconnaissance extérieure alors qu'il va falloir qu'on la cherche dedans. Euh, et c'est le seul chemin de retrouver l'estime de soi et de se reconnaître et donc de reconnaître que ma propre expérience, à nouveau, elle n'est pas meilleure que l'autre, mais elle est différente et que j'y tiens, et que j'y tiens, que je m'y tiens. Mais je vais m'ouvrir, je vais m'écouter, je vais écouter l'autre, et l'autre, lui, il arrive. Mais imagine, enfin moi, mon dernier amoureux, qui est quand même mon amoureux depuis plus de 20 ans maintenant, je l'ai connu, il avait 40 ans. 40 ans de vie.
40 ans de vie et moi 46 ans de vie. Comment tu veux? Je veux dire, il n'a pas grandi avec moi pendant 46 ans. Personne n'a vécu à côté de moi, sauf moi-même, pendant ces 46 ans. Donc, tout ce que je vis, tout ce que je pense est filtré par tout ce que j'ai vécu là. Et déjà, je dois m'en rendre compte, moi. L'autre ne peut pas ça. L'autre, il peut pas comprendre. L'autre, il va être miroir, projection. L'autre, il va être écoute, essayer de comprendre avec tout l'amour du monde. Hein. Mais il faut, c'est important de savoir qu'on a un jardin qui est vraiment secret. Et c'est pas qu'on veut absolument le garder secret. Il est secret parce qu'on porte le secret de nos années passées en nous. Et ça rejaillit que lorsqu'on a des disputes ou, ou ça rejaillit dans ces moments-là, ça vient nous chercher parce qu'on est des êtres blessés et les blessures remontent, tu vois. Mais on peut pas, c'est une grande. Tout l'amour du monde ne va pas pouvoir ouvrir la porte à tous ces secrets. Donc on vit avec nos secrets et essayons de les aimer, de les reconnaître, de les aimer, mais ne pensons pas que l'autre nous sait. L'autre nous aime tel qu'on est aujourd'hui dans ce moment présent, mais il ne sait pas notre intérieur, notre cœur, de quoi il a été tissé, il peut pas. Même si on le lui raconte, il peut pas. Tu sais, on raconte une expérience aux gens, ils te disent ça, mais ils peuvent pas avoir le même vécu que toi, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on reste toujours étranger et c'est pour ça qu'on cultive aussi la tolérance et l'amour pour essayer de s'approcher de l'autre, mais de là à savoir de dire je te je sais ce que tu vis. Aucune personne qui est en train de vivre une chimiothérapie, tu vas pouvoir lui dire je sais ce que tu vis si tu n'as pas à passer par là. Donc non, on reste des étrangers Mm. et c'est beau cette diversité-là. Mm. Et là, d'ailleurs, la clé que tu proposes par rapport à ça, c'est justement d'aller regarder qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui nous rassemble en fait. Parce que vu qu'on est deux univers différents, si on regarde toujours ce qui va, cette différence, bah, ça va nous éloigner, alors que finalement, bah, dans cette différence-là, dans ces univers, ces rencontres d'univers, qu'est-ce qui peut tendre à nous unir pour Mhm, à quel endroit en fait on se relie mhm. pour que justement bah, on puisse être en connexion à des moments, sinon on sera toujours deux univers différents, quoi. Oui, et c'est ce qu'on cherche hein, quand on rencontre quelqu'un. On essaye de chercher, bah, je veux dire, même dans les sites de rencontres, on regarde vraiment là où il peut y avoir des trucs qui matchent, tu vois. Donc, ouais, c'est logique qu'on va chercher qu'est-ce qui match. Sauf que à vivre ensemble, il va falloir vraiment chercher ce qui match le plus profond possible et non pas le superficiel. Parce que le superficiel ne tient pas et forcément, c'est le propre du superficiel. Mais Mm. tu disais tout à l'heure, fils de la terre, fils ou fille de la terre, tu avais ce mot-là. Si j'arrive à rencontrer l'autre dans cette seule universalité-là, je suis fille de la terre, tu es fille de la terre, tu es fils de la terre, et là, on se retrouve dans cette grande famille humaine. Si j'arrive à me dire ça face aux jeunes qui m'agressent dans la rue, face à des politiciens qui ne m'écoutent pas. Si je, c'est un énorme travail déjà d'aller chercher cet universel-là. Mais c'est ce qui fait que le monde va pouvoir quand même grandir avec amour, tu vois. Est-ce que je peux avoir ce regard-là vraiment du plus petit dénominateur commun? Et j'aime bien ce fils et les filles de la terre. Moi, je l'avais employé parce que je l'avais. C'était en lien avec ça, avec cette partie, hein, parce que c'était tes mots dans ce chapitre-là. Mais après, moi, c'est ce que je vois aussi dans les stages d'hommes. Souvent, moi, je suis touché par la beauté des hommes qui viennent en stage dans leur humanité et aux endroits où ils n'y arrivent pas, aux endroits où ils sont bloqués, où finalement, on est tous. Moi, c'est ça que je trouve beau.
c'est que nos blessures, nos failles, les parties où on est coincé, c'est ce qui nous rapproche parce qu'en fait, on est tous euh, en souffrance à l'intérieur de nous dans des parts qui sont bloquées et on aspire tous à les débloquer pour pouvoir rayonner en étant en paix à l'intérieur de soi. Et finalement, ce qui nous rassemble en tant qu'être humain, c'est ça, quoi. C'est, pour moi, c'est la beauté de cette humanité qui est paradoxale, quoi. qui est pas donné, qui est pas Non. donné. Mais tu vois, là, dans ce que tu dis là, il y a la force du collectif aussi. C'est-à-dire, j'ose cette vulnérabilité. Tu parles des hommes et des femmes, c'est pareil, c'est notre même chemin. C'est en osant notre vulnérabilité qu'on qu'on commence à se dire d'abord qu'on est valable malgré tout ça, tu vois. Parce que oui, à nouveau, la réussite, l'utopie, euh, on cherche en fait un point de trésor commun, tu vois, un point de trésor commun d'où chacun va pouvoir rayonner et où on aide de l'autre à rayonner. Pour ça, c'est vrai que tu parlais de silence au début. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut du silence, il faut vraiment revenir à soi. Mm. Bah, ça va être super raccord parce que on arrive un peu à la fin de l'interview, Oh yes. parce que l'heure est déjà passée. Et moi, j'avais envie d'aborder, t'as un chapitre de conclusion dans ton livre, où justement, tu abordes pas ces silences, mais tu parles justement comme en musique, des respirations et des espaces entre deux choses, entre deux moments de vie, entre deux pensées, entre deux choses qui peuvent m'arriver, et que finalement, tu parles de sérénité à ce moment-là. Et justement, là, c'est parce que souvent on est pris dans des choses, ah, il m'arrive quelque chose, ah, il m'arrive autre chose, et, et entre ces choses, est-ce que j'arrive à être dans la sérénité quand je reviens vers moi? Et que finalement, peut-être que le vrai bonheur et la sérénité, c'est ça, c'est comment je vis les espaces entre pour revenir à moi. Est-ce que je m'accorde ces espaces entre? Est-ce que je ne trouve pas tout de suite une solution? Est-ce que je m'accorde d'être dans ce temps suspendu? Parce que alors là, vraiment, la créativité, elle vient, notre esprit libre, il vient, voilà, quelque chose s'active en nous, notre imaginaire, enfin, tout ce monde intérieur vient de ce temps suspendu, tu vois, et on est enrichi de ce temps suspendu. Là où on croyait que c'était un vide, en fait, on ouvre, on ouvre vraiment des accès à notre profondeur, et, euh, et du coup, on sait à nouveau quel pas mettre, ouais, quel pied mettre devant l'autre, tu vois, quand on sort du moment suspendu. Donc, je pense voilà, avec le temps, il y a de plus en plus de moments suspendus parce que je suis arrivée aussi à la retraite. Donc, retraite professionnelle veut dire qu'il y a plein de temps suspendus. Est-ce que je les comble ou est-ce que j'attends? Mais j'attends quoi? La mort? Non, j'attends pas la mort. Enfin, qu'est-ce que je vis de différent? Qui est un monde dedans plutôt qu'un monde dehors. Et je pense que ce livre, qui ne donne aucun conseil si ce n'est de se questionner, propose ces temps suspendus, parce qu'une question, c'est un temps suspendu. Enfin, même quand tu dis quelque chose avec un point d'interrogation, ça te fait comme ça, tu vois, ça te laisse suspendu, tu n'as pas tout de suite la réponse. Alors peut-être que ce livre déjà crée des petits moments suspendus pour que tu te questionnes sur tel et tel thème, sur comment tu as vécu les choses. Et puis tu reprends, voilà, tu reprends la vie quotidienne, mais tu t'es laissé ce temps de la question pour que quelque chose s'anime et s'active à l'intérieur de toi. Et ça, je crois que ça amène beaucoup plus de sérénité. J'espère. Eh bien, en tout cas, merci Marianne pour tous ces partages et ces moments d'échange que j'adore. En tout Merci. cas, j'espère, si vous avez envie d'avoir un petit temps suspendu, vous pourrez, le temps des savoirs, vous allez voir, il y a plein de chapitres avec plein de choses intéressantes. Et bah, ça va peut-être vous permettre
Voilà, de suspendre le temps à l'intérieur de vous et de vous poser des questions et de voir ce qui se passe après le point d'interrogation. Yes. Alors, je vais peut-être juste donner une possibilité très concrète. Vu que c'est une auto-édition, on peut le commander depuis mon site. Hmm. Voilà, Mais je le mets de toute façon, je d'accord. le mets en lien sous la vidéo. Voilà, donc bah, si ça vous intéresse, le dernier ouvrage de Marianne, qui est passionnant, vous pouvez aller sur son site, qui est en description sous la vidéo. Et puis, ben, je vous souhaite une belle lecture. Voilà. Bon, merci Marianne Merci de, pour ces échanges. du temps que tu m'accordes et que tu offres aux gens qui vont nous écouter. Ben, je te souhaite une belle journée. Pareillement. Et puis à toutes les personnes qui nous écoutent et voilà, qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous suivent, eh ben, je vous souhaite aussi à vous une très très belle journée et que le meilleur arrive pour vous aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Eh ben merci. Au revoir Marianne. Au revoir Et puis Ludovic, à peut-être une à prochaine bientôt, fois. qui sait. Yes. Ouais. Au revoir tout le monde.